3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Brault est avec nous ce soir, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Vincent Juvin d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Et Samy Char nous accompagne également ce soir en plateau, en présentiel, chef économiste de Lombard Odier à l'occasion de son passage à Paris. Bonsoir Samy. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous accueillir et de vous retrouver autour de ce plateau. Samy, commençons un peu sur l'idée ou les réflexions macro qu'on peut avoir pour 2024. Partant de ce moment qu'on vit à nouveau sur les marchés, l'idée du Goldilocks, l'idée un peu chimérique peut-être du soft landing, mais qui semble être une idée assez tenace, validée encore par un certain nombre de données, je le disais, avec à la fois un mouvement de désinflation assez puissant quand même, il faut le noter, et en même temps un adoucissement des données macroéconomiques, mais qui reste pour l'instant suffisamment modéré pour ne pas trop inquiéter les investisseurs. Qu'en est-il quand on réfléchit en tant qu'économiste à la pérennité ou non de ce schéma dans lequel les marchés baignent aujourd'hui ? Oui, c'est vrai que le sentiment, c'est que ce qui va faire ou défaire 2024, c'est vraiment cette histoire de taux. Il y a évidemment plein de choses qui sont liées à 2024 au niveau politique, au niveau géopolitique, mais on serait quand même tenté de dire que l'élément principal, c'est vraiment ce qui va se passer au niveau des taux. Est-ce que les banques centrales seront en mesure de couper, oui ou non ? Il y a des scénarios de risque autour de ça, des scénarios où on peut imaginer que l'inflation est plus visqueuse et que ce sera peut-être plus difficile de couper les taux. On peut aussi imaginer des situations où la croissance est beaucoup plus faible et où finalement les mauvaises nouvelles s'accumulent et deviennent trop mauvaises, forçant les banques centrales à aller encore plus rapide. On reste, nous, dans un scénario modéré où elles pourront couper les taux, mais pas de manière accélérée. Et c'est vrai que ça, c'est un élément qui peut quand même soutenir et les marchés obligataires et les marchés actions au niveau de l'année prochaine. Peut-être pas tout de suite, mais c'est quelque chose qui devrait quand même se voir au fur et à mesure des mois. Scénario modéré, qu'est-ce que ça veut dire si on essaie de le caractériser pour vous, chez Lombard Odier, Samy ? Et c'est un scénario, vous attachez une confiance, une conviction importante à ce scénario, ou est-ce qu'il faut accepter l'idée que les scénarios de risque ont aussi des probabilités importantes peut-être dans ce qu'on peut imaginer de 2024 ? On a surtout un positionnement par rapport au marché qui peut changer très vite. Il y a un mois, les marchés anticipaient encore une hausse de taux du côté américain. Ils ont basculé à 4 baisses de taux, ce qui nous paraît quand même un effet de balancier un petit peu fort. On sait qu'on reste aux États-Unis dans un contexte où la demande domestique est quand même assez soutenue. Certes, l'inflation baisse, mais enfin, est-ce qu'elle sera entre 2 et 3% d'ici mars, ce qui permettrait à la Fed de couper aussitôt que l'anticipent les marchés ? Peut-être pas. Donc, il faut quand même intégrer l'idée que les baisses de taux viendront, mais elles viendront peut-être un petit peu plus tard. On a, nous, 2 baisses de taux pour l'année prochaine à partir de septembre. Donc, on est positionné maintenant un peu plus conservateur que les marchés. Et c'est vrai que ce grand basculement, finalement, qu'il y a eu dans les pricing et dans les attentes de taux, nous paraît être allé un tout petit peu loin. Dans la course aux baisses de taux, Samy, vous voyez forcément la Fed enclencher la première, le mouvement de baisse de taux, ou est-ce qu'il y a une histoire possible qui amènerait la Banque Centrale Européenne à peut-être réagir avant la Réserve fédérale américaine? On va effectivement être dans ce camp-là. C'est rare de penser que la BCE peut bouger avant la Fed. Mais aujourd'hui, Christine Lagarde a un narratif parfait. Il y a vraiment une croissance très très faible en Europe, une désinflation extrêmement marquée. Elle sera en position de baisser les taux avant la Réserve fédérale américaine. Jérôme Powell, lui, est dans une situation moins confortable. La demande domestique tient bon. Les ventes au détail, quand même, montrent que la désinflation sera peut-être un peu moins rapide qu'en Europe. Donc effectivement, dans les scénarios de risque, ça nous paraît être bien moins risqué de penser que la BCE peut couper les taux l'année prochaine, voire un peu plus tôt, que la Réserve fédérale américaine, qui fait quand même face à un consommateur incroyable, toujours prompte à consommer toujours plus. Donc très certainement un narratif économique plus difficile pour Jérôme Powell que pour Christine Lagarde. Intéressant. J'ai l'impression que ça va être quand même une vraie question à nouveau de séquence pour les banques centrales, comme au démarrage des hausses de taux, on retrouve des séquences un peu historiques qui nous disent que la Fed donne le là et que les autres banques centrales réagissent ou suivent la Réserve fédérale américaine. Là aussi, est-ce que dans les réflexions macro qu'on peut avoir pour 2024, est-ce qu'on peut imaginer que la BCE soit non seulement en position de baisser les taux peut-être avant la Fed, est-ce qu'elle aura la volonté de le faire ?
En position, elle sera peut-être forcée. Je pense que, comme l'a justement rappelé Samy, on est face à une économie européenne qui aujourd'hui cumule les défis, peut-être davantage qu'aux États-Unis. Alors, le défi de la croissance, on flirte aujourd'hui, voire on est en récession aujourd'hui. Notre moteur économique allemand est à la peine. Alors, on parlera de la situation budgétaire dans un instant, mais son industrie est à la peine. On a les PMI manufacturiers qui sont dans le tour de 40. Enfin, on est vraiment à un niveau très très faible. On a finalement des prix de l'énergie qui ont flué, mais qui sont toujours beaucoup plus élevés que ce qu'on peut avoir aux États-Unis ou ailleurs. On a une perte de compétitivité importante. On a des normes environnementales qui sont très bonnes pour le climat, mais mauvaises pour nos entreprises. Et on a notre premier client qui est plutôt à la peine. Et quand ça va pas trop mal, la Chine, qui pratique également du protectionnisme. Donc c'est vrai que notre industrie européenne cumule un petit peu les problèmes, mais ça commence à se ressentir de plus en plus sur l'économie de manière large. On avait un problème manufacturier qui était évident en Europe depuis des mois. Aujourd'hui, on commence à voir que sur les PMI services, ça commence évidemment à baisser également. Et puis, le contexte budgétaire qu'on évoquera dans un instant n'est pas anodin non plus. Dans la croissance européenne ces dernières années, il y a évidemment l'impact de la dépense des États, le quoi qu'il en coûte, qui a évidemment soutenu beaucoup l'économie européenne. Peut-être moins la consommation comme aux États-Unis, mais il y a quand même pas mal de stabilisateurs automatiques qui ont été activés, voire davantage. Aujourd'hui, on sent que dans une perspective de taux d'intérêt élevé, évidemment, ça devient un petit peu difficile, évidemment, de continuer en tout cas, à continuer sur cette voie ad vitam aeternam. Et puis, il faudra s'entendre au début de l'an prochain sur la réactivation du pacte de stabilité et de croissance. Donc, on a un environnement de taux qui est indigeste pour notre industrie intensive en capital, une industrie qui est déjà à la peine pour différents éléments, une politique budgétaire qui va devenir, qui était supportive et qui le sera quand même potentiellement l'an prochain. On a heureusement, un peu comme aux États-Unis, un consommateur qui est toujours là, mais enfin qui, en Europe en tout cas, tend à épargner davantage qu'aux États-Unis. Et en tout cas, on est plus prudent en tout cas en la matière. Mais c'est vrai qu'on a une croissance réel positif quand même à un moment. C'est vrai. Il a commencé à en profiter. Il faut que ça se diffuse et que la perception d'un salaire réel moins négatif se diffuse aussi. Et encore une fois, la consommation est sans doute la seule variable qui, à mon sens, restera bien orientée. Et on a un marché du travail qui reste tendu pour des raisons démographiques, c'est évident. Mais enfin, bon, c'est vrai que dans cette perspective de croissance qui ralentit encore des niveaux actuels, c'est vrai qu'on aurait une BCE qui potentiellement pourrait être obligée, en tout cas, de remettre un peu d'huile dans les rouages. Pour l'instant, Christine Lagarde, elle nous dit quand même qu'elle a toujours des inquiétudes sur l'inflation, notamment au cours du premier trimestre, etc., qu'il y aura des jeux d'effets de base qu'il faudra surveiller, que c'est pas encore dit que l'inflation puisse pas connaître quelques rebonds en début d'année prochaine. Et sur ce qui reste de la forward guidance, je l'écoutais, je crois, la semaine dernière avec Martine Wolf du FT, elle dit pas de baisse de taux, au moins dans les 2 prochains trimestres. C'est comme ça qu'elle formule les choses. Le problème est ça ne donne pas l'idée d'une BCE qui est pour l'instant tournée vers autre chose que l'inflation. Ah non, certainement. D'accord. Après une année comme 2023, on a encore des risques, conflit au Moyen-Orient, on dépend en tout cas pour nos approvisionnements gazés toujours de la Russie, on a toujours en tout cas beaucoup d'incertitudes dans ce domaine, on a un climat qui joue les troubles faits et qui peut également là aussi alimenter l'inflation ci et là. Donc les incertitudes sur l'inflation, elles sont là et elles demeureront, je pense, que tout au long de 2023. Par contre, en termes de scénario économique, les banques centrales, et nous, dans notre, en tout cas, dans nos perspectives 2024, on est confronté à une grande asymétrie. Finalement, il y a peu de chances qu'on ait, en tout cas, de nouveau un Goldilocks l'an prochain. Par contre, c'est vrai qu'on a différentes variations de scénarios négatifs. Alors, le scénario de base, soft landing, on s'en tire pas trop mal, on flirte en Europe avec la récession. Aux États-Unis, on fait 1%. Mais au-delà de ça, il y a des scénarios de récession, de stagflation, qui ont une probabilité non nulle et assez conséquente. Et ça, évidemment, quand on prépare une asset allocation pour 2024, il faut quand même pouvoir rester suffisamment flexible que pouvoir être préparé à ces scénarios qui sont aujourd'hui tout à fait vraisemblables. Nicolas, comment vous abordez c'est la saison des outlooks, donc on lit, on regarde ce qui se dit, comment les réflexions sont menées dans les grandes maisons, chez les brokers, etc. C'est ce que je dis, l'état du monde pour les marchés aujourd'hui, c'est quand même pour l'instant Goldilocks. Oui, alors je vais essayer de compléter, pas faire de redite par rapport à ce que vous avez dit tous les deux. Moi, j'ai du mal à donner le bénéfice du doute à la BCE pour être proactive, point. Et pour devancer la Fed, bon courage. Beaucoup de points. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. On ne peut pas dire que les politiques monétaires de la BCE, depuis qu'elle existe, aient été en avance sur les événements qui allaient se dérouler. On a tous en mémoire des erreurs d'ailleurs magistrales. Il est important de ne plus en faire. En tout cas, pas de cette ampleur-là.
Deuxième chose, je crois que le tandem avec ses effets pervers, conduite de la politique fiscale, budgétaire aux États-Unis, avec Janet Yellen, si on veut incarner les choses, et Jay Powell à la Fed, est un tandem qui est beaucoup plus pro-business que ce qu'on entend en Europe. D'ailleurs, il y a un dual mandate, si je ne me trompe pas. La priorité aujourd'hui, c'est de ramener l'inflation à 2%. Le mandat de la BCE évolue aussi, mais effectivement. L'inflation donne beaucoup de signes d'aller vers ce 2. Vous vous souvenez, on a passé quand même l'année à dire à 4, ça ira pas plus bas, 3,5, peut-être 3. Peut-être qu'elle va aller à 2. En fait, notre vraie question est de savoir si ce 2, si on y va, sera soutenable. Ou si ça sera un mouvement un point d'appui pour rebondir. Alors, la politique fiscale, donc Vincent l'a évoqué tout à l'heure en filigrane, où la politique budgétaire aux États-Unis est extrêmement supportive, mais bon, les élections, c'est dans 11 mois. Et il est difficile de construire des anticipations très fortes, sauf à parler des 3 ou 6 prochains mois où le policy mix va rester à peu près la même chose. Après, s'agissant concrètement des perspectives 2024, et pour aborder quelques thèmes, c'est vrai que moi, à titre personnel, je nourris plus d'interrogations qu'il y a un an. Il y a un moment à un autre, il va falloir qu'on passe par la case récession. Enfin, je précise, partant de l'idée qu'il y a un an, vous n'achetiez pas la récession que tout le monde voyait, que tout le monde pronostiquait depuis déjà un an. Ça fait 12-24 mois maintenant qu'il y a l'idée de la récession à chaque trimestre au coin de la rue. Au moins 24 mois. Au moins 24 mois. Au moins 24 mois. Ça a commencé plutôt en novembre 21. Et donc 2 ans après, 3 ans après, vous dites c'est peut-être le moment de... Allons-y. Enfin, peut-être que dans l'échelle des choses qu'on peut craindre sur 2024, si on rentre en récession, peut-être que ça sera désagréable. Mais les récessions sont des façons de tester la capacité à les traverser, à s'ajuster. À la fin de l'histoire, surtout me concernant, on est très orienté sur des achats, des investissements dans l'espace equity ou equity derivated sur des instruments de crédit. Je suis toujours du camp de ceux qui estiment que ce que démontrent les entreprises depuis des années de choc et contre-choc est absolument globalement admirable. Même dans des secteurs qu'on n'aime pas, il y a une adaptation qui est formidable sur les éléments de crédit. Je note qu'il y a un an et demi, on disait le mur de la dette de 2024. Aujourd'hui, on l'évoque, mais on ne sent pas que c'est notre première menace. Donc, j'ai évoqué un sujet positif. Il n'en demeure pas moins que les contacts avec les entreprises depuis septembre, ça se dégrade un peu partout. Et ça se normalise ou ça se dégrade ? Alors, je dirais que, évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'être un peu marqué par la saison de publication qui a vu des décrochages. Les décrochages, chacun peut avoir sa lecture, mais ils nous disent des choses sur, une nervosité, et 2, sur ce qui est pour un économiste, un asset allocator ou un investisseur de portefeuille, les ruptures, les grosses inflexions, vraiment un scénario de rupture. On voit que le marché n'est pas complaisant. Il paraît qu'on est euphorique, mais enfin, les euphories mesurées sur 24 heures ou une semaine n'ont quand même pas beaucoup de sens. Il y a des poches d'euphorie. Oui, et dire que l'ensemble du marché baigne dans l'euphorie. Les investisseurs finaux sont pas euphoriques. On parlera des small caps, par exemple. Je crois qu'on est dans des maisons où il y a une assise de clients finaux en banque privée qui est soit dominante, soit très importante dans tous les cas. Chez JP Morgan, vous êtes partout. Et les clients finaux, ils ne sont pas du tout euphoriques. Enfin, ils n'ont pas été euphoriques depuis 15 ans. 15 ans, hein. Donc, comment on y voit clair ? C'est pas facile. La chose que je regarde le plus, au-delà de la politique monétaire, c'est évidemment les taux longs. Les taux longs ont été quand même forward-looking par rapport à ce qu'ont fait les banques centrales, sur certains aspects. Et j'ai du mal, mais je ne dis pas avoir du mal, j'y crois pas. J'ai du mal à avoir des convictions. OK, 5 c'était trop, mais aller sous 4%, sachant que ce qui nous intéressera, c'est où on est dans un an, ou déjà en 2025,
pas très convaincu. Donc, des implications en termes d'allocation d'actifs. Et pour terminer sur une note positive, pas forcément, ça sera peut-être pas le profil de 2024 sur la sphère equity, sur les actions, mais je préfère un actif action avec du risque identifié et qui a une certaine aptitude à traverser des périodes d'inflation, une certaine, qu'un actif obligataire. Nonobstant, les taux courts aujourd'hui sont à des niveaux qui sont irrésistibles. Certains tiennent encore l'idée, je voyais Barclays aujourd'hui, je les cite, puisque encore une fois c'est la période des outlooks, tiennent l'idée, les stratégies de Barclays tiennent l'idée que 2024 sera une année meilleure en général au global pour les actions que pour les bonds et l'obligataire souverain par exemple. Alors il y a quelques-uns... C'est peut-être un peu hors consensus, mais il y a... Oui, non mais c'est possible. Ah oui, c'est possible. Hein. L'année 2023 a été quand même difficile pour nous tous. Hein. La performance s'est faite sur 4 mois. En Europe. Oui, 15 jours, mais peut-être. Et elle s'est faite aux États-Unis à partir du moment où on cessait de monter. Ouais. Et c'est pas nous qui avons nourri la hausse de Wall Street. Hein. Mais on gagne de l'argent aux États-Unis depuis le mois de mai, avec des indices qui montent, et un dollar qui s'est plutôt repris sur les 6 derniers mois. Donc on gagne sur les deux. En relatif sur les deux tableaux. Sur l'ampleur qu'on pourrait voir dans la baisse des rendements obligataires, des taux longs, par rapport au scénario macro que vous avez en tête, Samy, jusqu'où on peut voir une détente des taux longs, même avec l'idée qu'à un moment, la Fed baissera ses taux, que higher for longer, c'est pas higher forever. Même en baissant les taux directeurs, est-ce qu'on peut imaginer une baisse d'ampleur sur les rendements obligataires à 10 ans, 30 ans, etc. À partir du moment où on va y parvenir, à ramener cette inflation à des niveaux moins disruptifs, et que les banques centrales vont commencer à couper les taux. Alors on a tous dans nos scénarios que ça peut être à partir du moitié de l'année prochaine ou les marchés un peu avant, un peu après. Mais le sentiment, c'est quand même au bout d'un moment, ils vont y arriver. Et à partir du moment où ils vont baisser les taux pour la première fois, la question qui va se poser, c'est où est-ce qu'ils vont s'installer ces taux. Et donc, toutes les discussions autour des taux neutres, des taux d'équilibre, va revenir à la surface. Évidemment, on va faire comme Jérôme Powell, on va dire qu'on n'en a aucune idée, mais on va essayer d'émettre quelques hypothèses. Ouais, bien sûr. C'est vrai que les choses ont changé depuis la stagnation séculaire, qui était vraiment marquée par une volonté d'être épargnant, de toute cette crainte qu'a suivi la grande crise financière et la crise du crédit en Europe. Il y a ce qui a essentiellement changé, et on va peut-être y revenir dans les discussions sur la situation budgétaire, c'est quand même un appétit pour la dépense publique et l'investissement public qu'on n'avait pas dans les 10 dernières années. Alors on peut soit voir ça comme étant un grand risque pour les solvabilités des dettes, ou alors comme finalement un nouvel élan qui peut amener les niveaux de croissance nominale un tout petit peu plus élevés. Et si c'est le cas, les niveaux de taux d'équilibre seront plus hauts que ce qu'on a connu par le passé. Notre sentiment, c'est qu'autour de 3, 3,5 aux États-Unis, autour de 1,5-2 en Europe, peut-être encore un peu plus bas pour la Suisse, mais enfin c'est plus anecdotique. Ce sont des niveaux d'ancrage, en tout cas une étape importante. Ça doit être des points de repère. Ça va être des points de repère. Parfois, il y aura des crises, on ira en dessous, parfois, on ira au-dessus. Mais c'est vrai que ça veut dire qu'on peut ancrer de l'obligataire long sur 3,5, 4. Donc potentiellement, à terme, ça veut dire que même si bien sûr les actions auront toujours la capacité de délivrer quelque chose, il faut se souvenir qu'en tant qu'allocataire, il y a quelques années, on devait faire face à énormément de dettes à rendement négatif. Donc, je ne sais pas quelles étaient nos allocations en obligataire il y a 3, 4, 5 ans, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, cette allocation, elle doit être augmentée. Donc, on doit avoir plus d'obligataires aujourd'hui que ce qu'on avait dans ces périodes de taux négatifs. Et le niveau d'ancrage, il me semble, même pour les taux longs, reste plus bas que ce qu'on a aujourd'hui. Mais gardez la parole pour évoquer effectivement la parenthèse budgétaire ou l'aspect finances publiques. L'offre, la demande, ça joue aussi sur les taux. On voit sur des adjudications du Trésor américain que le marché est très sensible, très exigeant aujourd'hui par rapport à l'offre de papier qui est mise aux États-Unis et qui est mise également en Europe. L'idée que c'est la fin du hors-bilan budgétaire en Allemagne. Alors, c'est pas vraiment la fin, mais il y a quand même cet arrêt de la Cour de Karlsruhe qui ébranle effectivement ce modèle budgétaire allemand qui est construit à la fois sur l'idée du debt break. On ne peut pas s'endetter à plus de 0,35%, je crois, d'émissions nettes par an, 0,35% du PIB, et en même temps, pour contourner cette règle d'or intangible, on fait du hors-bilan. C'est 30 fonds spéciaux qui représentent 900 milliards qui ne sont pas comptabilisés dans le budget fédéral, en tout cas de manière régulière et de manière classique. J'ai une certaine inquiétude
sur les inquiétudes qu'amène la situation fiscale. On a Olivier Blanchard qui a très justement peut-être tiré la sonnette d'alarme. Mais mon inquiétude, c'est qu'en Europe, et Vincent le disait, on a quand même une espèce de parcimonie par rapport à ça. Alors qu'aux États-Unis, là, il y a une très très grosse ambition. Alors on peut penser deux choses. Soit les Américains vont se planter et ils vont avoir une problématique de dette, soit eux se montrent beaucoup plus ambitieux que nous, ils investissent, c'est pas que de la dépense publique, c'est de l'investissement public, et quelque part, nous en Europe, on va être à la traîne, parce qu'on va être sur la réserve, on va vouloir faire les choses bien, on va vouloir pas prendre trop de dette parce que la dette c'est dangereux, etc. Et pendant ce temps, on a des Américains qui sont en changement structurel, qui se préparent pour la guerre, pas la guerre militaire, mais une espèce de guerre économique contre les Chinois, contre le reste. Ils veulent rester numéro un, ils travaillent sur leur infrastructure, ils travaillent à être indépendants par rapport à Taïwan, ils ramènent la construction des microprocesseurs chez eux. Enfin, 4 000 milliards, comme on le sait, dans le système, et peut-être plus si affinité. Donc oui, ils prennent un risque sur la dette, c'est vrai, mais j'ai un peu l'inquiétude que si on ne le fait pas, si on ne monte pas un peu d'ambition, on va stagner. Et on voit aujourd'hui cette différence de croissance, de performance économique entre les États-Unis et l'Europe s'élargir de trimestre en trimestre, et ça fait 15 ans que ça dure, et j'ai un tout petit peu peur qu'effectivement ceux qui se montrent plus ambitieux vont peut-être gagner à la fin. La nature du débat en Allemagne politique est évidemment intéressante, avec une coalition toujours plus fragilisée. Le ministre des Finances, Christian Lindner, donc, qui est le libéral du gouvernement, il dit l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la clarification constitutionnelle apportée par la Cour de Karlsruhe ne doit pas être perçue comme l'idée qu'il faut alléger justement le debt break, parce que c'est le débat. C'est-à-dire, si on ne peut plus faire de hors-bilan, il va falloir relâcher un petit peu les taux sur l'endettement. Il dit non, ça doit permettre de renforcer encore plus le debt break. C'est de la pure orthodoxie allemande. Et c'est vrai qu'à ce stade, c'est une parole politique qui va compter forcément dans le débat en Allemagne et général en Europe, qui n'a toujours pas forgé de nouveaux cadres budgétaires. Non, quelque part, je pense que c'est à certains égards nécessaire. Et peut-être que je diffère un petit peu ici en termes d'opinion. Je rejoins Samy sur la finalité et le besoin d'investir davantage en Europe, mais je pense que l'idée de laisser aux États une certaine orthodoxie budgétaire, de remettre leurs finances publiques en ordre et d'utiliser le hors-bilan, peut-être pas au niveau des États membres, mais au niveau de la Commission européenne, comme ça avait été imaginé dans le cadre du fonds Next Generation EU, c'est sans doute la voie royale pour l'Europe pour s'en sortir. Je pense qu'il serait dangereux d'avoir une politique fiscale aussi expansive au niveau des États membres, parce qu'il y aurait des divergences. Ça recréerait finalement des dynamiques différentes en Europe, ça sèmerait finalement la zizanie au niveau de l'exécutif européen, et ce ne serait pas une bonne chose. Ça réintroduirait évidemment un risque spécifique à certains États membres. On sait que certains d'entre eux sont évidemment monitorés par les agences de notation, à juste titre. Certains, comme l'Italie, sont quand même au bord du précipice. Donc je pense qu'il faut quand même, il est absolument nécessaire aujourd'hui de remettre les finances publiques locales des États en ordre. D'autant plus qu'il y a toujours un risque, c'est lorsqu'on fait de la politique budgétaire au niveau des États membres, qu'il y a un espèce d'un certain clientélisme. C'est-à-dire que finalement, que les efforts budgétaires ne soient pas toujours dirigés là où ils sont les plus utiles. Or, lorsqu'on le fait dans le cadre européen, ça avait été le fait dans le cadre du plan Juncker et dans le cadre du fonds Next Generation EU, on fait des appels à projets, il y a réellement un audit externe des projets à financer qui fait qu'il y a plus de chances, évidemment, que ça aille dans le bon sens. On a vu plein de mauvais exemples aussi, et on a vu que lorsqu'on est aussi critique, c'est parfois beaucoup plus difficile de trouver des projets à financer, d'où le retard pris par certains États membres, comme l'Italie, comme la Belgique et autres, pour capter ces financements. Mais quelque part, si on veut en effet jouer à armes égales avec les États-Unis, il faut absolument s'assurer que les fonds qui sont levés soient utilisés à bon escient. Et je pense qu'on le fera davantage ou mieux au niveau européen, et ça aura moins de risques d'avoir une fragmentation de la zone euro derrière. Moi, je reste quand même toujours très très prudent sur l'état des finances publiques, peut-être parce que je viens de Belgique, je vois que mon État est endetté à plus de 100% et que personne ne se pose la question de resserrer la vis, que les déficits sont toujours au-delà de 3%. C'est la nouvelle norme, c'est la nouvelle norme. Donc mais avec des taux potentiellement plus élevés pour plus longtemps, tout ça commence évidemment à avoir un coût. On dépense en charge d'intérêt des budgets qui sont tout à fait gigantesques, et c'est finalement une frustration immense en tant qu'économiste de voir finalement cet argent partir en intérêt alors qu'on pourrait l'investir autrement. Donc quelque part, en faisant l'effort de remettre les finances publiques en ordre, on évite de gaspiller de l'argent sur des charges d'intérêt, et en donnant davantage de pouvoir à la Commission européenne pour justement gérer ces politiques d'investissement de
manière supranationale, on s'assure en tout cas de pouvoir potentiellement, en tout cas, jouer à armes égales avec les États-Unis. C'est un Hollandais dernièrement qui le disait, Klaas Knot, le président de la Banque centrale hollandaise. Finalement, la voie royale, et j'en reste persuadé, je suis peut-être un peu idéaliste en la matière, c'est de continuer sur ces voies des eurobonds qui ont été quelque part utilisées dans le cadre du Next Generation EU. Ce serait d'inventer là-dedans. Face au problème hors bilan de l'Allemagne, j'opposerais ou j'apporterais, évoquons alors, allons dans leur bilan, mais à 100%, allons à leur bilan au niveau supranational. La bonne réponse pour ceux qui soutiennent l'euro, c'est toujours eurobonds à la fin de la journée. Voilà. Vous voulez en rajouter une couche ou pas, Nicolas? Mais ce que vous disiez tout à l'heure, les États-Unis arrivent avec une dépense budgétaire, fiscale inédite en temps de non-récession, en temps de paix, à créer cette histoire pro-business, de croissance, etc. En Europe, c'est toujours beaucoup plus difficile. Oui, de ce point de vue-là, ça change peu. Non. On parlera des actions après. Depuis 3 décennies et demie, au moins que je travaille dans ce métier, le problème du déficit budgétaire américain est posé. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut être tolérant sur tout. Mais on a l'État. Ouais. Les chiffres budgétaires il y a 20 ans ou 25 ans, c'était... on s'inquiétait déjà C'était le délire. D'accord. Aujourd'hui, le débat s'est déplacé sur des aspects d'inflation. Mais c'était le sujet numéro 1. C'est pas pour ça. Parce que là, on parle d'un risque de crise de la dette aux États-Unis, quand même. Maintenant, je vais rebondir, si vous permettez, sur ce qu'a dit Samy. Ce qu'on décrit aujourd'hui de cette irresponsabilité budgétaire, qui est devenue générale, peu ou pro, générale, n'est pas loin de rappeler ce qu'on a dit en 2008 de l'irresponsabilité monétaire de la politique quantitative sans limite menée par les Américains. Il se trouve que les Américains, ils ont quand même toujours un temps d'avance pour donner et reprendre. Les taux ne sont pas 4, ils sont à 5,5, et les taux longs ne sont pas à 4,5 ou à 5, mais ils sont 200 points de base plus bas. Aujourd'hui, je crois, sur l'Allemagne, c'est à peu près 2,5. Ouais. C'est ça, sur du 10 ans. Ouais. Et donc la capacité... De toute façon, les enjeux politiques de notre planète, dans la sphère occidentale, pas seulement, mais surtout hémisphère nord, est intimement imbriqué avec la dimension sociale. On est sur un volcan, où on dramatise ou pas, mais il y a aussi le bon côté des choses. De toute façon, cette irresponsabilité se déplace, mais on n'est pas prêt à lâcher la croissance. Ouais. On n'est pas prêt à lâcher la croissance, même pour des raisons climatiques. Aux États-Unis, oui. Partout. Ouais, partout. Alors, après, il y a des bons aspects. Si on descend en micro, c'est quand même une excellente nouvelle, n'en déplaise à ceux qui ne regardent que la marge et les coûts, que les salaires montent. 20 ans de classe moyenne occidentale déclassée. De grande modération salariale, oui, non, mais... Des gens qui ont appris à leurs enfants depuis 2 générations qu'il fallait étudier, apprendre, rentrer dans le monde du travail et avoir toujours autant de difficultés et déclassés et pas donner de perspective d'avenir, les Chinois nous ont rejoints. Je passe du coq à l'âne, mais le Covid, en Chine, 3 années de Covid par séquence, puis tout d'un coup, une année quasiment bloquée chez soi, couplée à des sujets démographiques, les sujets sont considérables. Hein. Si les jeunes sont au chômage, c'est pour des raisons cycliques, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas les jobs qu'ils aspirent à faire. Qui est le jeune qui a fait bac plus 5, 6, 7, 8, 9, 10 en Chine, on est en compétition dès qu'on a 2 ans. Et qui veut aller assembler des portables chez Foxconn ou des biens industriels. Des batteries chez BYD. Non, oui. Ils ont aussi envie d'aller dans les services, dans la tech, qui sont plutôt en avance dans l'e-commerce sur plein de choses. Donc il y a inadéquation. Le sujet social, voilà. Et je reviens sur le sujet donc, qui a des incidences probablement économiques. Quand maintenant on augmente les salaires, oui, c'est un mauvais moment à passer, ou c'est un sujet à surveiller sur le plan macro, sur le plan des marges des entreprises. Mais c'est une bonne nouvelle vers un rééquilibrage. Et puis, pour la consommation des ménages, ça va dans le sens de ce que disaient Samy et Vincent. C'est un soutien macro quand même. Hein. Ça nous donne peut-être le reste de la décennie où cet aspect-là sera plutôt un soutien à la croissance. Ouais. Après, il y a les marges. Si on se transfère dans le monde action, equity,
pour revenir un peu à l'idée des moteurs actions à ce stade. Alors, il y a le facteur duration, la baisse des taux. Là, on est dans ce moment-là. Il y a des mécaniques de re-rating, puisque les taux longs se détendent. Est-ce que c'est un schéma qui peut continuer ? Et est-ce que c'est suffisant pour imaginer des performances positives encore pour les marchés actions l'an prochain ? La question en creux étant de savoir si on aura un soutien du fondamental et de l'aspect bénéficiaire des entreprises. Il semble que dans l'état actuel de ce qu'on peut penser soi-même et de ce qu'on voit dans les chiffres, des analyses, des rencontres qu'on fait avec les entreprises, oui, il y a matière à ce que les indices, que les marchés progressent et qu'un investissement en actions soit récompensé. Néanmoins, les facteurs de pression sur la profitabilité ne diminuent pas. En fait, ce qui nous inquiète le plus, c'est la top line. Là, on voit, à la lumière des chiffres du troisième trimestre, il me semble qu'on voit des entreprises qui protègent assez bien la top line, qui souffrent, qui souffrent sur la top line, mais qui protègent assez bien la bottom line, donc les marges. Ouais. Et on sait bien qu'ils nous disent tous, je caricature, je ne bougerai pas ma politique de prix. Sauf que quand les camarades, les concurrents commencent à agir et qu'on creuse un peu, on voit... on n'a pas besoin de faire appel aux Chinois à chaque fois pour expliquer la baisse des prix. On voit quand même des menaces. Et les volumes sont quand même un indicateur. Ouais. On voit bien quand même que le risque de cannibalisation, d'avoir compensé si bien la hausse de l'inflation par des hausses de prix, est arrivé à son terme depuis un petit moment, mais ça commence à se ressentir. Voilà, on n'aime pas les warnings, les profit warnings, mais le côté sales warning, c'est peut-être aussi un des éléments qui a, dont l'occurrence a augmenté. Le marché qui a adoré quand même l'histoire inflationniste du point de vue des marges des entreprises, le marché... Non, il n'a pas, excusez-moi de vous corriger, il n'a pas adoré, puisqu'il craignait. Oui. In the first place. Oui. Il craignait que ça détruise. D'accord. Non. D'accord. Oui. L'inflation va faire baisser les marges. Non, mais on entend et on lit beaucoup de choses intéressantes. Et on se nourrit de ça. Mais le nombre de gens qui nous ont dit depuis 18 mois qu'après la récession, la profit recession, on n'a rien vu. Mais l'idée c'est d'une falaise que ça va tomber. Le marché va acheter l'idée de voir des entreprises qui pourraient réviser un peu à la baisse leur politique de prix pour regagner en volume. Ça, ce serait un bargain, un trade-off que le marché aimerait voir. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que quand ça viendra d'entreprises dont la crédibilité des managements est grande, oui. Compris. On préfère tous, fondamentalement, l'investissement, arrêter les investissements, tout couper pour préserver. On préfère les entreprises qui investissent pour l'avenir, et on préfère l'image 2025, et on est prêt à passer par une mauvaise phase en 2024, si c'est pour une cause de soutenabilité, de la profitabilité et de la croissance en amont. Donc voici je réponds. Si, mais ça va être du cas par cas. Ça veut dire c'est le track record, la crédibilité du management. Grégoire, le cas par cas cette année, c'est à hurler. Il n'y a pas que les Magnificent Seven. Vous regardez dans plein de secteurs, entre le meilleur acteur, la meilleure perf et la pire perf, c'est pas 20 moins 20. Ça peut être 20 moins 60. Donc énormément de secteurs. Sur les perspectives de marché, alors l'obligataire, ce sont des poches qui sont amenées à être évidemment plus importantes dans le cycle désormais. Vous disiez, Samy, sur la partie action, c'est des marchés qui pourraient bénéficier d'un soutien un peu fondamental encore en dehors de la simple mécanique de taux et de duration. Oui, l'environnement ne me paraît pas extrêmement défavorable, surtout on n'a pas de vrai problème de croissance. On avait un problème d'inflation. Pour gérer l'inflation, il faut un petit refroidissement de la croissance, récession par récession, mais le vrai problème, c'était l'inflation. Il est en train de se dissiper, donc on rentre dans un environnement qui sera quand même une forme de retour à la normale, surtout si les banques centrales peuvent couper. Il y a deux éléments qu'on a un peu en tête pour peut-être pas
immédiatement se remettre très favorablement surpondéré sur les actions, c'est que, on a des attentes bénéficiaires, nous, un tout petit peu sous ce qui est aujourd'hui intégré dans les marchés. Donc, comme d'habitude, vous savez qu'on commence l'année prochaine avec des attentes à 12, c'est toujours comme ça. Voilà. Et puis ensuite, on les ajuste à la baisse. On a, nous, des attentes autour de 6%, ce qui est cohérent finalement avec un environnement de croissance modéré, ralentissement d'abord, peut-être un peu mieux après. Mais c'est vrai qu'il va falloir l'intégrer. Les marchés vont devoir certainement baisser un petit peu les anticipations de croissance bénéficiaire. Et puis le deuxième élément, on l'a évoqué depuis le début de la conversation, c'est que maintenant, ils anticipent 4 baisses de taux, 100 points de base de baisse de taux. Peut-être qu'un niveau plus normal serait entre 50 et 75. Donc, on sent que le marché va aussi devoir peut-être rebasculer d'un côté un peu plus raisonnable. Et là, ce sera le moment où on sentira qu'en tout cas, au niveau de nos attentes, le marché nous semble plus équilibré. Ouais. Vincent, sur les perspectives d'investissement là, pour 2024 ? Moi, je pense que, oui, clairement, nous, la préférence va à l'obligataire aujourd'hui, avec peut-être de belles performances sur les marchés d'actions. Mais aujourd'hui, en cette fin d'année 2023, certitude que sur l'obligataire, on est bien servi en termes de rendement, que si les banques centrales baissent leurs taux, et les baisseront vraisemblablement, on aura des gains en capitaux suffisants. Qu'en termes de chartes précieuses, finalement, de ce rendement ajusté par le risque, on fait vraiment une bonne décision aujourd'hui en regarnissant notre portefeuille obligataire. Donc là, c'est vraiment là où le niveau de conviction est le plus fort. Dans les différents scénarios économiques qu'on a évoqué avec peu d'upside, mais différentes, je dirais, gradations de scénarios négatifs, l'obligataire fonctionne dans quasi tous les scénarios. Donc ça, c'est en tout cas déjà une première chose. Alors sur les marchés d'actions, on ne sait pas pour autant qu'on est négatif, on est globalement neutre sur ces marchés d'actions, avec un choix pour des marchés qualitatifs résilients, c'est-à-dire choisir les gagnants de cette année, l'économie la plus résiliente, choisir les États-Unis au détriment de l'Europe. Aujourd'hui, pas envie d'être contrariant par rapport aux tendances qu'on voit sur les marchés actions au cours de cette année 2023. Non, aujourd'hui, on a plutôt renforcé en ces dernières semaines notre exposition au marché américain, essentiellement au large cap, donc c'est-à-dire en tout cas aux valeurs qui ont tiré la tendance jusqu'ici, au détriment de l'Europe, qui nous semble certes bon marché, mais enfin affecté par un certain nombre de défis économiques et microéconomiques qu'on a pu évoquer. La bonne surprise pourrait peut-être venir d'une classe d'actifs qui était en difficulté cette année, qui est les émergents. On n'en a pas parlé ce soir, mais on a actuellement un sommet Xi Jinping, Joe Biden, qui pourrait finalement, c'est difficile d'avoir une situation plus compliquée qu'elle n'est maintenant, soyons réalistes. Donc on peut espérer en tout cas qu'il y a une certaine temporisation. Derrière la contre-performance économique et de marché de la Chine, il y a quand même aussi beaucoup de divergences dans les marchés émergents, beaucoup d'excellentes performances cette année. Et donc quand vous dites émergent, c'est émergent Chine d'abord, ou c'est émergent en regardant peut-être un peu en dehors de la Chine? Je dirais peut-être la Chine en dernier lieu, mais en tout cas une pacification des relations sino-américaines pourrait déjà créer un cadre plus favorable pour les émergents dans leur ensemble et renforcer un petit peu l'appétit pour le risque pour, je dirais, cette partie, en tout cas, des marchés financiers qui est clairement restée à la traîne pour, en tout cas, si je reprends l'indice de manière générale. Donc, certainement, les émergents, c'est la classe d'actifs à suivre pour 2024. Je dirais peut-être plus que l'Europe. Si je vois un mouvement de rattrapage potentiel, ce serait potentiellement dans les émergents qui, en tout cas, si on a en effet un pic de politique monétaire aux États-Unis, qu'on a un dollar qui commence à perdre un petit peu de terrain, sont aujourd'hui dans une configuration relativement favorable. Dans les marchés un peu désertés, qu'est-ce qu'on peut dire de la classe d'actifs small cap, Nicolas, si on considère ça comme une classe d'actifs? Que les spécialistes souffrent. Ouais. Ils n'intéressent plus personne. Non. Quand ils vont pitcher, il y a 3 personnes. Et ça donne envie d'être en contre-tendance. Et donc on va lancer un fonds. On ne s'est pas concerté avant. On va lancer un fonds avec, il faut le reconnaître, des question marks qui expliquent cette contre-performance depuis 2 ans maintenant, qui est très sévère, notamment la dynamique, le momentum économique, tout simplement. Mais en face de ça, on a un univers dont l'Europe est assez riche, avec des diversités et des profils qui sont très séduisants. Bien sûr. En France, en Allemagne, en Italie. Des niveaux de prix et on va dire de valorisation. Ça dépend ce qu'on met en termes d'earnings, toujours. Mais de valorisation sur d'autres paramètres qui sont attractifs ou franchement attractifs. On a des univers comme la Suisse, l'Allemagne, la Scandinavie. S'il y a des terres de small et mid cap, bien sûr, fantastiques territoires, avec
des références dans des tas de c'est secteurs, impossible de se des tas dire qu'il n'y a pas de secteurs. bonnes affaires et qu'il y a évidemment des belles entreprises, mais qu'il n'y a pas... Impossible de se dire qu'on ne peut pas être récompensé quand même en investissant boursièrement dans certaines de ces entreprises. Grégoire, si vous me permettez, il n'y a rien d'impossible. C'est les marchés qui dictent. Oui. Non, C'est impossible de l'imaginer. Ouais. Mais bon, le Mittelstand allemand est quand même, lui aussi, très sensible à ce qui se passe en Chine. Mais vous dites là, il y a un vrai cas maintenant pour lancer des stratégies dédiées. Oui, il existait il y a 6 mois. Oui, ce oui. cas-là. Il se trouve qu'il y a peut-être en face une certaine connaissance chez Ottingre de cet univers et qu'on a envie de prendre ce risque-là, sinon de faire un grand call, mais en tout cas de construire en 2024 dans un environnement qui pour l'instant est adverse. Et il y a peut-être une chose qui est à portée de main, qui va s'inverser favorablement, c'est ce qui viendra des banques centrales, parce que les SMID, les small and mid cap, sont sensibles à la liquidité. Et du point de vue des conséquences d'un changement de politique monétaire, on pourrait peut-être avoir un background de liquidité plus favorable. En tout cas, voilà. S'il y a un pari à prendre, ça serait celui-là. Intéressant, parce que dans la séquence de rebond depuis fin octobre, alors on suit le ratio Nasdaq Russell 2000, on voit quand même le début de peut-être un creux marqué, ou un top plutôt sur le ratio Nasdaq Russell. Je ne sais pas si ça fait partie des convictions ou des idées qui sont dans les radars chez vous, Vincent et je crois qu'on a tous à l'esprit l'idée d'avoir un ou deux calls contrariants pour 2024. Et il est certain, dans une perspective peut-être de baisse de taux et d'erreur, en tout cas de cette perception des taux élevés pour longtemps. Et si en effet on nous explique en 2024 que les taux vont finalement baisser un petit peu plus rapidement, c'est évidemment quelque chose qui bénéficiera particulièrement à l'univers small cap. Alors en aucun cas, je ne me présenterai ici comme spécialiste. Ce qui m'ennuie parfois un peu sur l'univers small cap, c'est que j'ai parfois un peu l'impression que les bonnes affaires sur l'univers small cap sont aujourd'hui captées par le private equity et que finalement, c'est le risque, et que finalement sur les marchés on reste un petit peu avec les cas un petit peu plus difficiles. Aujourd'hui c'est pas le choix qu'on pose, mais on sera là dans un an et on je conclure et on arrête. Oui. Non, je vous laisse réagir. Dans l'univers du côté, on a appris depuis longtemps ce que c'était que des taux qui montent et de devoir s'adapter. Elles n'ont rien à envier aux grandes en matière de croissance interne, croissance externe, innovation, agilité. Se focuser, agilité et gestion des ressources financières. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrête là pour ce soir. Merci à vous trois. Vincent Juvin, JP Morgan AM, Samy Char, Lombard Odier, Nicolas Brault, Ottingre Banque Privée étaient les invités de Planète Marché.